l'appliquer au conflit à l'est du Congo. Et le cadre théorique, c'est le droit international humanitaire. Qu'est-ce que le droit international humanitaire? C'est en fait l'ensemble des règles de droit international public qui s'appliquent aux conflits armés. Parce qu'au Congo, à l'Est, il s'agit d'un conflit armé. Et il y a une branche de droit qu'on appelle, en fait, c'est pas tellement un ensemble de règles de droit qu'on appelle les jus in bello, l'ensemble des règles qui s'appliquent aux conflits armés. Et ces règles ont pour finalité de limiter les effets des hostilités sur les personnes civiles. Ainsi, quand il y a des parties au conflit, ces parties, on peut leur appliquer les jus in bellum, c'est-à-dire comment user de la force létale, mais les civils sont protégés. C'est pourquoi on parle du droit international humanitaire. Or, la mission d'enquête dont vous avez entendu quelques produits ici, c'est une mission qui a associé l'enquête sur les dommages causés aux civils et a apporté une aide humanitaire. Donc, pleinement, il y a une mission qui colle au droit international humanitaire. Alors, le droit humanitaire international, le droit international humanitaire, c'est un droit qui a des sources conventionnelles. Il y a ainsi 4 conventions de Genève. Et chaque convention, il y a la première convention qui s'applique aux militaires blessés et malades sur terre. Et quand on parle de malades sur terre et blessés sur terre, la deuxième vient pour parler de malades et blessés sur mer. La Convention 3 établit le régime juridique applicable aux prisonniers de guerre, tandis que la Convention 4 est consacrée à la prescription. Ont en commun l'article 3, et on appelle l'article 3 commun. Cet article constitue un socle normatif minimal applicable à tout conflit armé non international. Cette disposition impose le respect des garanties fondamentales, notamment l'interdiction des atteintes à la vie, l'interdiction des atteintes à l'intégrité physique, interdit la torture, interdit les traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que les condamnations prononcées sans jugement préalable rendues par un tribunal régulièrement constitué. Il y a des condamnations arbitraires que le droit international humanitaire condamne. Il y a eu des protocoles additionnels, notamment le protocole additionnel 2 en 1977, qui a complété l'article 3 commun en offrant une protection renforcée aux personnes affectées par les conflits armés non internationaux. Toutefois, son application est limitée aux situations dans lesquelles l'État concerné doit avoir ratifié le protocole et où les groupes armés disposent d'un commandement et d'une organisation territoriale affirmée. Il convient de souligner que de nombreuses dispositions des protocoles additionnels sont du domaine aujourd'hui du droit international coutumier. Et le droit international coutumier s'impose à l'ensemble des parties à un conflit armé, qu'ils aient ratifié ou non. Et tout cela confère au protocole un avantage, c'est qu'il n'obéit plus au seuil d'application plus restrictif prévu par le protocole additionnel 2. Pour ce qui est des conflits à l'est de la République démocratique du Congo, le droit international humanitaire s'applique. Pourquoi il s'applique? Il s'applique parce qu'on ne tient pas compte de ce que, pour le gouvernement du Congo, il s'agit d'un conflit international armé. Mais pour la coalition Alliance Fleuve Congo M23,
Et évidemment, le Rwanda qui a été accusé, il s'agit d'une affaire congolo-congolaise. Mais pourquoi on dit que le droit international humanitaire s'applique? Il s'applique parce que le droit international humanitaire s'applique à tout conflit armé. Il s'agit là d'un conflit armé, il faut appliquer le droit international humanitaire. Les personnes participant directement au conflit peuvent être légalement prises pour cible. Ainsi, on a entendu le coordonnateur de l'AFCM 23 dire que on a accusé que les Wazalendo, enfin il y a eu des tueries à Goma, et lui a dit qu'il s'agissait de Wazalendo. Et dans ce cas, les Wazalendo étaient des combattants. Donc le droit international humanitaire, où tout le droit permet de prendre pour cible ceux qui sont combattants. Par contre, le droit international humanitaire protège les civils. Et il impose en tout temps de distinguer entre civils et combattants, ainsi qu'entre biens civils et objectifs militaires. Mais l'enquête vient de nous dire que les Burundais surtout ont ciblé indistinctement civils et militaires. En toutes circonstances, toute personne doit être traitée avec humanité et sans discrimination défavorable. Parce qu'il ne s'agit pas ici de dire que le droit ne protège que les nationaux. Non, le droit protège tous les civils qui sont dans un territoire en conflit armé. Donc, avant de dire qui est congolais, qui n'est pas congolais, il faut dire qui est civil, qui ne l'est pas. Le respect de la dignité humaine, de l'honneur et des convictions religieuses constitue une obligation impérative. À cet égard, toute violence, torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est strictement prohibé. Il est aussi interdit toute discrimination est prise en compte et le droit international humanitaire prône la prise en compte des besoins spécifiques. Conformément à l'article 3 commun aux conventions de Genève, tout traitement défavorable fondé notamment sur la race, la religion, l'origine ou toute autre considération analogue est interdit. Ainsi, on ne peut pas autoriser que les Banyamulenge soient pris pour cible. Parce qu'aujourd'hui c'est eux, demain ça risque d'être d'autres personnes. Cette interdiction s'étend à toute forme de discrimination fondée sur le genre. Ainsi, l'âge, le handicap ou l'appartenance politique. Nul ne peut être privé de la protection du droit international humanitaire en raison de son identité personnelle. Toutefois, le principe de non-discrimination n'exclut pas la mise en œuvre de mesures différenciées en faveur de certaines catégories de personnes présentant des besoins spécifiques. Au contraire, le droit international humanitaire impose parfois un traitement particulier, notamment en faveur de blessés et malades, des prisonniers de guerre, des femmes enceintes et des enfants, conformément entre autres aux dispositions pertinentes de la 3e Convention de Genève. Une fois ces cas de théorique posés, nous allons demander aux avocats qui conseillent les parties de prendre la parole pour dire exactement comment ils s'y prennent et quelles sont les parties civiles qui ont pris contact avec eux. Des personnes intéressées à dégager la vérité. Et le groupe des personnes intéressées à revenir à l'état de droit, le groupe des personnes intéressées qui se rendent compte aujourd'hui que la haine ethnique et que les discours de haine ne rapportent rien et détruisent la nation congolaise, bien plus que toute autre chose. Et enfin que le groupe des personnes intéressées à arrêter les processus de prédation économique, ce groupe-là s'élargit de jour en jour et considérablement. Je suis heureux de saluer mon confrère parce que l'objectif, j'allais dire presque l'objectif, mon objectif de vie, c'est que tout se joue au Congo.
qu'un jour les procès aient lieu au Congo, qu'un jour les dossiers soient bien gérés au Congo, qu'un jour les personnes qui ont commis des infractions pénales soient jugées dans votre pays. Et que j'ai toujours été frappé dans la région des Grands Lacs, où vous avez des remarquables juristes qui sont un peu placés sous les témoins parce qu'il y a un contexte qui n'est pas facile pour eux, et que ces gens-là puissent revenir et remonter en puissance, que ce soit au Burundi, au Congo, au Katanga, ailleurs, pour redonner de l'amplitude et de la profondeur au travail qui est en cours. Je voudrais aussi resituer historiquement ce qui est en cours aujourd'hui. C'est quand même très intéressant de voir tout à coup, pour moi c'est quelque chose d'unique parce que c'est exactement le travail que nous faisons avec mes amis depuis plusieurs années. C'est de réapproprier par les Congolaises et les Congolais, par les Burundaises et les Burundais, par les Rwandaises et les Rwandais, leur propre histoire sur les faits. Quand j'ai été consulté pour la première fois, c'était la communauté Banyamulenge. Je l'ai été parce que j'avais mis au point une petite procédure visant à améliorer les régimes de preuve lorsque des crimes étaient commis. Et nous nous étions basés dans notre travail sur ce que j'appellerais des lanceurs d'alerte locaux. Donc pas les experts, pas les gens qui viennent de loin, mais les gens dans les villages, avec leur petit téléphone portable qui essayaient de filmer les choses. Des personnes à qui on expliquait comment faire des petites fiches techniques avec l'identification, comment on détaillait les faits, quels étaient les auteurs, est-ce qu'il y avait des témoins, les circonstances de temps, de lieu. Et donc, ce travail n'a pas été réalisé de l'extérieur. Ça, je peux vous le dire sur notre collectif d'avocats. Il a été réalisé de l'intérieur, par les gens sur place, avec des fiches techniques que nous avons mises au point pour essayer de passer du système du rapport organisation humanitaire, qui est un système qui dit les choses, mais on ne sait pas où sont les preuves, on ne sait pas ce qui se passe, à un système qui fasse que c'est incontournable et qu'on peut toujours retrouver les preuves, les témoins et les faits. Ça, c'était le point de départ de la méthodologie que nous avons mise en place. Avec l'aide des habitants. Et nous avons créé un petit centre alerte. Et donc, je peux vous dire, tous les matins, Maître Tézier ici le sait, tous les matins, on dépouille notre petit réseau d'alerte et puis on demande à des personnes de nous donner des fiches techniques, comme vous avez fait votre travail, de faire des fiches techniques, fait par fait, et nous-mêmes, après, nous essayons de contrôler la réalité de ces fiches. C'est-à-dire, on se dit, on est aussi perfectible, on peut aussi commettre des erreurs, on peut aussi être victime de manipulation de quelqu'un qui veut nous intoxiquer de l'extérieur. Et donc ces fiches ont été, avec le temps, améliorées, contrôlées pour produire une vérité incontournable. Et au fond, quand je repense à l'histoire, moi j'ai commencé à intervenir à l'Est du Congo en 2017-2018. C'était d'abord la communauté des Banyamulenge, puis après ça a été les Tutsis du Nord Kivu, et puis à l'intervention de regretter Monseigneur Ngabou et de membres de la communauté Emma, c'est les Emma qui sont venus frapper à la porte. En fait, alors ça aussi c'est quelque chose de très difficile à comprendre en Europe, aux États-Unis, où on a un fantasme sur une grosse manipulation, mais ce n'est pas vrai.
c'est chaque communauté avec ses spécificités qui frappe à la porte. J'ai eu mes amis Banyamulenge, puis j'ai eu les Tutsis du Nord Kivu, puis ce sont nos amis Emma qui avaient leur propre histoire avec les Codeco et les difficultés, et M. Luboya. Et puis ça a été mes amis Katangais, qui sont aussi ici présents dans cette salle, qui sont venus frapper à ma porte en me disant, écoutez, est-ce qu'on se rend compte en Europe que ce qui se passe au niveau du vol de minerais et de la prédation, c'est peu de choses au Kivu par rapport à la réalité dont nous souffrons au Katanga. Et donc chacune des communautés est venue frapper à la porte. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai des appels de Kinshasa qui sont encore différents, et qui concernent les pollutions. Vous avez vu les problèmes de pollution qui se posent, et la souffrance, la grande souffrance des pauvres de Kinshasa. Et donc c'est quand même très symptomatique de voir ça. Si je vous le dis, c'est parce que je crois que ce qui se passe à Kamanyola, ce qui s'est passé avec les réfugiés, il faut le réintroduire dans l'épaisseur de toute cette histoire. Il faut lui redonner toute son épaisseur pour comprendre d'où on vient, où on va. C'est un peu la même chose concernant ici, c'est le texte du projet de plainte que nous sommes en train de travailler pour préparer notre plainte concernant M. Ekenge. Tout à coup, on a des gens qui découvrent la plainte, qui disent mais il est fou ce type, M. Ekenge. Mais il n'est pas fou si vous regardez l'histoire. Il n'est pas fou si vous réinsérez ce qui s'est produit dans un continuum dont nous sommes les témoins et dont nous ne regardons pas la vérité complète. Parce que ce continuum, il vient d'où? D'abord, il vient de très loin, parce que tous les processus de racialisation et de haine de l'autre passent par la dégradation des femmes de l'autre communauté. Tous les discours racistes à partir du XVIIe, du XVIIIe animalisaient les femmes. Pensez aussi au pouvoir colonial, la façon dont il a traité la femme africaine. Et puis, quand nous avons eu le débat sur les événements à partir dans toute la région des Grands Lacs, cette ethnicisation, on a voulu créer une logique de hiérarchisation des membres des communautés noires dans la région par le pouvoir colonial. C'est passé aussi par une dégradation de l'ennemi. Et vous voyez, déjà dans les 10 commandements du Hutu, ça commence en disant « n'épousez pas la femme Tutsi ». C'est énorme comme phrase. « N'épousez pas la femme Tutsi », pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est un peu comme la femme juive ou comme la femme noire pour le blanc. Et donc, quand vous analysez le propos de M. Ekenge, remettez-le dans un contexte où il reprend de l'épaisseur. Et si M. Ekenge prend la parole, moi ça m'a fort marqué, il le fait dans un contexte où les discours de haine existent à grande échelle depuis des années et des années et des années. Le discours de haine s'est déployé dans la région des Grands Lacs et tout le monde se rappelle de l'ambiguïté. Je rappelle que l'ambassadeur de RDC aux Nations Unies s'est moqué des discours de haine quelques jours avant le propos de M. Ekenge. Donc quelqu'un, au moment où ce pays extraordinaire qu'est le Congo reçoit cette fonction et cette responsabilité incroyable de participer au Conseil de sécurité, celui qui représente son pays, sa nation, se moque du discours de haine, alors que la condamnation du discours de haine est inscrite et dans les accords de Doha et dans les accords de Washington. Et alors que
on sait que c'est un mal endémique parce que on commence à tuer l'autre par la parole. La première étape de la mise à mort de l'autre, c'est par la parole. Comme une petite goutte, et ça met peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant la grande explosion. Et c'est pour ça que nous avons toujours tiré la sonnette d'alerte sur cela, et que nous avons créé des fiches techniques spécifiques à ce sujet-là. Mais nous avons vu aussi quelque chose qui est à savoir et qui rejoint ce que vous avez dit. C'est-à-dire que en même temps que le discours de haine se propage, en même temps, les crimes contre l'humanité se propagent. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit interpeller la conscience des communautés internationales. Le discours de haine naît et en déshumanisant l'autre, en le chosifiant, en lui faisant, en le présentant comme l'ennemi, parce que ça aussi, ça participe à la haine, on en arrive à la sortie à se dire, finalement, c'est pas grave de tuer des gens qui sont pas tout à fait comme nous, c'est des cancrelats, c'est des chancres. Pour reprendre l'expression de M. Bitakwira, ce sont des gens qui sont comme des serpents cachés en dessous de nos lits. Des cafards. Et donc, un cafard, ça s'écrase du pied. Et quand on voit moi, je suis de très près ce qui s'est passé avec les FDLR. Quand on entend les témoignages de ces jeunes qui reviennent et qui commencent à retravailler sur la résilience, c'est incroyable la formation qu'ils ont reçue à la haine. En tout cas, ceux qu'on tue, c'est les Hutus traîtres et c'est les Tutsis qu'il faut éliminer au maximum pour libérer le Congo. Et tout ce discours-là, c'est un discours majoritaire. Et donc, quelque part, dans ce que nous vivons aujourd'hui, je pense que le discours de l'état de droit c'est de savoir si nous voulons un état de droit basé sur la valeur ou un état de droit basé sur la haine. L'état de droit basé sur la valeur nous apprend que quelle que soit la race, quelle que soit l'origine ethnique, quel que soit le village où l'on vit, l'être humain a de la valeur. Je sais que parfois on m'attribue l'image d'un homme tamponné pro-Rwanda ou pro-Tutsi. Les gens ignorent quelque chose, c'est que c'est un Hutu qui m'a formé. Le monsieur qui m'a appris l'amour de l'autre en Afrique est Hutu. Et je n'en ai aucune honte à le dire et à le porter. Et à dire que c'est lui qui a eu le courage de me dire, mais tu sais, c'est vrai, c'est eux, les Tutsis, qu'on marginalisait dans mon pays à partir des années 59, sur base d'un historique que l'on connaît. Et donc, moi, je pense, dans le récit que je voudrais vous proposer, c'est de vous dire que le combat que l'on mène, c'est un combat pour revenir en disant il y a des paroles criminelles qui justifient la sanction. Et je ne vais pas rentrer dans l'histoire du droit congolais parce que j'ai un confrère qui doit mieux connaître les choses que moi. Mais le droit congolais de l'époque de Mobutu a adopté des normes qui répriment la haine tribale. Donc il suffit de se référer à ces vieux textes de loi pour pouvoir ramener devant les cours et tribunaux les gens qui prononcent ces discours. Mais est-ce que vous savez qu'aucune de nos plaintes n'a été traitée à ce jour? Je vais y revenir parce que vous pouvez vous dire alors mais quelle est l'utilité de ces plaintes?
Mais je vais y revenir après. Mais nous continuons à déposer nos plaintes. Une après l'autre. Pour M. Kenge, nous allons déposer la plainte et vous verrez, je l'ai mis, alors, il ne faut pas que je fasse d'erreur. Voilà, bon, ça c'est tout l'historique. Ça, c'est les commandements. Voilà, alors c'est quand même assez intéressant. Vous voyez que dans les 10 commandements du Hutu en 1959, le premier, tout Hutu devrait savoir que toute femme Tutsi, peu importe qui elle est, travaille dans l'intérêt du groupe ethnique Tutsi. En conséquence, nous devons considérer comme traître chaque Hutu qui se marie avec une femme Tutsi, emploie une femme Tutsi comme concubine, emploie une femme Tutsi comme secrétaire. Donc ce discours condamné universellement depuis des décennies aux Nations Unies, c'est un discours banalisé aujourd'hui par M. Ekenge. Et il est banalisé. Bon, ici, j'ai cité, j'ai donné dans la plainte pour lui redonner de l'épaisseur. Et puis après, vous verrez, évidemment, ce qui est derrière ça, c'est que le propos relance ces discours, cet imaginaire de haine qui existe, comme l'antisémitisme relance la haine du juif, comme le discours sur l'homme blanc aux États-Unis relance la haine du... Mais qu'est-ce qu'on voit après? Et ça, c'est intéressant. C'est les relais médiatiques. Parce que M. Ekenge part faire un séjour préventif, mais d'autres relaient dans les réseaux sociaux. Le général Sylvain a totalement raison. Nos arrière-grands-pères ont épousé des femmes tutsi rwandaises. Ces femmes ont amené leurs amants tutsi venus du Rwanda en le faisant passer pour des cousins. Voilà comme aujourd'hui nous avons des traîtres comme Bisimwa et sa bande. Ils ont le sang tutsi rwandais qui les pousse à chaque fois de tuer les Congolais. Voilà un discours, et il y en a des dizaines comme ça. Oui, on peut avoir la plainte aussi? La plainte, elle n'est pas terminée. Hein. Je la communiquerai, je n'ai pas peur de la communiquer. Bon, alors ici je prévois. Oui, mais je suis convaincu qu'on fait un travail de qualité. Alors, ce qui est beaucoup plus encore important, c'est de voir quelque chose que l'on oublie, c'est qu'il y a une validation de cette haine qui fabrique le crime, y compris le crime de guerre. Parce qu'on parle du Burundi. Moi, j'ai été le conseil des populations civiles burundaises qui ont déposé plainte à la CPI suite aux répressions de 2015. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du combat sur le 3e mandat? On a ethnicisé ce débat. Et les Imbonerakure chantaient des chansons, et nous avons ressorti les vidéos, des chansons dans lesquelles ils disaient « il faut engrosser ces femmes » et puis les tuer. Donc il y a un phénomène d'idéologie dans lequel tout ça est validé, et c'est le pouvoir qui le valide. Les Imbonerakure ne sont pas nés par hasard au Burundi, au même titre que ces discours de haine ne sont pas nés par hasard en République démocratique du Congo, et ont connu, et on a vu d'autres personnes qui se sont mises à parler à la RTNC, qui ont été à New York. Donc vous imaginez, au moment où M. Mouyaya, M. Tshisekedi se retrouvent à New York, ils reçoivent, avec photos à l'appui, diffusées sur les réseaux sociaux, des auteurs de discours de haine. Mais si je suis un militaire un peu soucieux de faire plaisir au pouvoir qui me promeut et qui m'amène un peu à manger, je vais en rajouter une louche, comme on dit dans mon village. Hein. Donc je vais augmenter la pression. Et donc
Et qu'est-ce que je vis? Et ça, je voudrais vous en rendre conscient aussi. Vous savez que je suis intervenu sur la crise au Katanga. La crise au Katanga, c'est une crise de la prédation économique. Caractérisée, j'ai toujours dit, pour moi, Lubumbashi, Kolwezi, ça devrait être plus beau que Doha, Dubaï et Abu Dhabi. Il y a plus de richesse au Katanga que partout ailleurs. Et je vois des populations qui meurent de pollution dans des villages parce que les canalisations d'eau ne sont pas en ordre, que vous avez des gens qui exploitent les mines sans respecter